L'enregistrement est en cours. Bonjour et bienvenue pour cet atelier questions-réponses. J'ai récolté vos réponses, vos questions, et je vais apporter une réponse, en tout cas celle qui me vient aujourd'hui, qui me semble être la plus juste par rapport à vos questions. Si pendant l'atelier vous avez des questions qui vous viennent, ou même dès maintenant si vous savez « Ah, je voulais poser ça comme question », elles sont toujours les bienvenues. On va passer à peu près une demi-heure ensemble, voilà, en fonction de ce qui est là. On pourra dépasser un petit peu. Alors, je commence. J'ai pris mes notes. J'ai noté vos questions et puis et voilà. Alors déjà, il y avait des questions qui étaient sur l'atelier que j'ai offert le 25 février, il y a 2 jours, en tout cas 2 jours par rapport à aujourd'hui. Le thème de l'atelier, c'était le n'importe quoi. Et il y a une question, c'est comment le n'importe quoi peut-il réellement m'aider à débloquer ma créativité? Alors pour moi, s'autoriser à faire n'importe quoi, c'est-à-dire c'est s'autoriser à voir ce qui jaillit de nous sans contrôler, sans tout de suite émettre un jugement sur ce qu'on pense qui va arriver et sur sur si c'est bien ou pas bien. Souvent on a appris à classer oui, non, blanc, noir et à autoriser à ce qui est là à jaillir. Et puis, alors déjà, il y a un côté, quand on s'autorise à laisser jaillir, souvent on est étonné de de ce qui arrive quand on va jusqu'au bout, quand on coupe pas justement à un moment où ça ne nous plaît pas et qu'on va jusqu'à, voilà, qu'on ose le chemin jusqu'à ce que ça ait pris sa forme finale. Et on peut parfois, enfin moi c'est mon expérience en tout cas dans le dessin, d'être vraiment étonnée, surprise, positivement de ce qui arrive, comme recevoir un cadeau. Et puis il y a des fois où ça me plaît pas, c'est moche ou quoi, et c'est super ok en fait. On n'est pas toujours obligé de faire quelque chose. Déjà, on n'est pas toujours obligé de faire. On peut juste se laisser être. Et il y a pas obligé d'avoir un résultat à chaque fois. On peut faire pour le plaisir de faire, passer du temps avec une seule couleur ou alors avec des traits, un mouvement pour le plaisir d'être dans ce mouvement, d'être dans cet instant. Souvent, ça permet de créer une plus grande créativité, d'avoir aussi une relation plus authentique et se laisser surprendre par qui on est au-delà des couches dans le dessin, mais ensuite c'est quelque chose qui se transpose dans notre vie quand quand on s'entraîne sur une feuille de papier. C'est un endroit qui est pas très, où il y a peu de danger, à part rater son dessin et qu'il finisse à la poubelle. On va pas se blesser, on va pas blesser quelqu'un dans ses émotions. Du coup, c'est un endroit où on peut vraiment s'entraîner là-dessus, un super terrain de jeu et d'expérience. Et ensuite, ça va de façon plus ou moins consciente et se répercuter dans notre vie. C'est des choses qu'on aura débloquées, des nœuds, des façons de penser qu'on aura débloquées, qu'on aura changées et qui, de façon presque automatique, vont ensuite se répercuter dans notre vie. Voilà pourquoi c'était important pour moi de vous proposer cet atelier que j'ai vraiment adoré faire. Merci pour cette occasion. Comment dépasser la peur du jugement lorsqu'on explore cette spontanéité? Effectivement, enfin moi je le connais quand j'ose dessiner, j'ai ma tête qui me dit oh là là c'est tout pourri, c'est gnangnan. Je l'ai partagé d'ailleurs sur les dessins sur Facebook si vous suivez les petites stories. D'ailleurs c'est des posts. Et si mon corps parlait, et je vous partage le processus de dessin et justement la tête qui dit oh là là c'est tout pourri ce que tu es en train de faire, ouais, mon Dieu, enfin tous ces jugements en fait qui arrivent. Et le truc c'est que c'est ok en fait d'avoir ces jugements qui sont là, c'est ok d'avoir ces pensées, ces idées, et elles ont certainement raison quelque part aussi. Et là où on peut s'entraîner à dépasser cette peur du jugement, c'est-à-dire, pour moi, c'est écouter ce que la tête me dit, ok, et continuer et me faire confiance dans ce qui est là. Donc c'est accueillir cette peur, accueillir ce jugement sans que ça me paralyse,
me rappeler que le but, c'est pas de bien faire, que c'est pas d'avoir quelque chose de fini, mais que je suis vraiment dans l'expérimentation, dans le vivre aussi, dans le chemin. Et plus on pratique, plus ça diminue cette peur. Et on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui arrive et que la plupart du temps, on est positivement surprise du résultat. Voilà. Y a-t-il des exercices pour continuer à cultiver cet état d'esprit après l'atelier? Des millions. Déjà, alors ce qui me vient, c'est en vous reliant à votre vécu, à votre dessin. Déjà, ça peut vous permettre de retoucher ce que vous avez vécu. Et ensuite, en continuant à dessiner, à aller soit dans les ateliers de groupe que je propose, parce que là, vous allez vraiment explorer de nouveaux thèmes, et puis vous allez, même si on sera plus sur le thème du n'importe quoi, vous allez quand même explorer, et vivre ce truc de oh, c'est tout pourri ce que je fais, oh j'adore, c'est génial, oh ça peut pas faire ce que je veux, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a toujours en fait ces dialogues. Et puis peut-être que vous pouvez regarder dans votre vie à quel moment vous avez osé, vous avez lâché un peu ce contrôle ou ce besoin du résultat et que vous avez osé suivre quelque chose qui vous animait et comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous viennent avec un résultat positif à la fin où vous êtes ravis d'avoir osé suivre ce qui était là? Ça peut être des petites choses, ça peut être tourner à droite dans une rue et découvrir une place magnifique, par exemple. Et on peut aussi s'entraîner en dessin, en faisant des petits dessins, des petits gribouillis, et puis et continuer à les dessiner, voir ce qui se passe, par exemple. Quand on met une musique et qu'on danse, sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui nous regarde, on est aussi dans le vécu. Il y a plein de... Est-ce qu'il y a des idées qui vous viennent comme ça aussi à vous? Des idées d'exploration, et c'est du coup vraiment le nom de mon accompagnement exploratrice, c'est vraiment ça où on va aller chercher à chaque fois un thème nouveau, voir ce que ça nous fait et oser aller dans le dessin. Merci pour ces questions. Comment poser un cadre tout en laissant libre cours à l'expression spontanée? Alors effectivement, quand on a un cadre, ça nous apporte un endroit de sécurité. Et en fait, en dessinant, on peut tout simplement dessiner le cadre sur la feuille. J'avais pensé à vous le proposer, mais je l'ai pas fait. C'est rigolo que la question arrive. Du coup, vraiment, en vous dessinant un cadre, ça vous permet d'oser faire n'importe quoi sur votre feuille à l'intérieur de ce cadre. Ça, c'est de façon, je dirais, métaphorique sur une feuille. Et quand vous vous entraînez sur cette feuille, ça permet aussi dans la vie de poser des cadres. Ça peut être un cadre, ça peut être un temps. Ça peut être aussi, si c'est dans un échange avec quelqu'un, d'exprimer à haute voix et de mettre en forme. Ok, là, je te propose qu'on ait 10 minutes pour faire. Et ça, voilà, ça vous met une rame de sécurité. Voilà, durée, un format matériel, par exemple. Ça peut être, ok, on prend de la peinture à l'eau cette fois et puis on fait des taches de couleur sur telle feuille pendant tant de temps. Et à l'intérieur voilà, de ce temps, de cette feuille, tout est possible, bien sûr, sans se blesser et sans blesser l'autre. Ça, c'est pour moi un cadre primordial qu'on peut, d'ailleurs, qu'on peut expliciter si on ne le fait pas tout seul et qu'on n'est pas sûr là-dedans et qu'on a peur de... Il faut regarder où sont les peurs, quelles sont les peurs. Est-ce qu'on a peur de se blesser? Est-ce qu'on a peur de quoi on a peur? Et si on a peur de trop, du coup, peut-être aussi demander justement à un thérapeute, à quelqu'un qui soit là, ok, si je dépasse telle limite, dis-le moi, ou j'ai peur de dépasser cette limite et regarder comment, qu'est-ce qui peut, moi, m'aider à me rappeler et à ne pas aller au-delà d'une certaine limite. Que ce soit un cadre qui soutienne la liberté. Voilà. J'adore vos questions.
Alors ensuite, sur le lien entre le corps, émotion et puis dessin. Alors pourquoi est-il important de se reconnecter à son corps avant de dessiner? Déjà, tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne demande pas aux participants ou dans l'art-thérapie, c'est pas un... Comment ça s'appelle? C'est pas un gros titre. Alors, avant de dessiner, il faut se reconnecter à son corps. C'est par mon expérience et par mon vécu que moi, j'ai trouvé ça intéressant, puissant et puis, comment on dit? Ouais, que ça a apporté quelque chose. Et qu'est-ce que ça apporte pour moi, en fait, c'est que vous dessiniez tout de suite comme ça ou que vous vous reconnectiez au corps, il va y avoir quelque chose dans votre dessin de vous. De toute manière, on dessine toujours à partir de qui on est, de notre vécu, de notre façon d'être et aussi de qui on est à l'instant où on dessine. Hein. C'est pas parce qu'on dessine quelque chose aujourd'hui que ça définit qui on est tout le temps. Et pour moi, quand on se reconnecte au corps, on va à un endroit plus profond et on commence à dessiner d'un endroit plus sensible. On touche à une autre couche. Mais il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre ou qui est plus... C'est juste différent. Et pour moi, en fait, dans mon parcours, la reconnexion au corps, ça m'a vraiment permis de me reconnecter à qui je suis, de refaire le lien avec mes émotions, avec mes sensations, et de le mettre dans le dessin, en fait, ça m'a vraiment fait un écho. Et ça m'a permis, en tout cas pour cet atelier, c'est pour ça que j'ai proposé ça aussi, ça m'a permis d'oser dessiner, d'oser être, d'oser me montrer en suivant mes sensations et sans suivre ce que j'aimerais de l'extérieur. Voilà, pour moi, c'est un outil intéressant, un outil primordial. Et puis, plus je suis dans mon corps, plus je m'ancre à mon corps, plus je puisse me connecter aux sensations plus éthérées, à l'intuition. Oui, vraiment, c'est ressentir. Et c'est là où je m'y connecte aussi en dessinant et où je peux libérer des choses qui sont là. Peut-être que je porte depuis mes ancêtres ou de vie antérieure, selon ce que vous croyez. Du coup, on est vraiment dans un outil thérapeutique. Mais parfois, on dessine aussi sans se reconnecter au corps. De toute manière, il est là. Peut-on pratiquer cet exercice sans dessin par un autre médium artistique? Alors oui, bien sûr, on peut le faire pareil en musique, on peut le faire dans le mouvement, dans la danse, mais pas forcément une danse chorégraphiée, hein, justement en laissant exprimer ce qui vient de son corps. On peut le faire par des mots. Il y a, enfin, ouais, c'est ce qui me vient en tout cas. Il y a plein de façons de le faire par du texte, laisser dire ce qui vient et exprimer ce qui est là. Voilà, c'est tout. C'est des outils magnifiques qui se complètent aussi. Et puis voilà. Moi, le dessin, c'est vraiment, mais par le corps, justement, le corps, le dessin, c'est vraiment des outils que j'aime. Et puis, souvent, je vous le dis, s'il y a des mots qui viennent, notez-les. Et puis, ouais. Et exprimer. Ça serait chouette hein, dans une retraite ou un atelier en présence, en groupe, peut-être un week-end, en fait, d'aller justement explorer sur un thème ou sur le thème du week-end, plusieurs formes. Ça permet d'aller encore plus profondément. C'est pour ça que je fais passer par le corps, puis le dessin. Ça permet d'aller plus profondément. Ou en tout cas, différemment à chaque fois. Que faire si rien ne vient pendant la visualisation ou le dessin? Alors, je vais commencer par la visualisation. Déjà, si rien ne vient, quelque part, c'est quelque chose aussi. Le rien, c'est aussi quelque chose. Et peut-être explorer comment c'est d'être dans ce rien. Est-ce que c'est oh mon Dieu, je vois rien et du coup on n'est pas dans je vois rien ou il n'y a rien, mais on est dans le oh mon Dieu, oh là là, j'y arrive pas, on est dans ces jugements. Ou est-ce qu'on est dans ce rien? Déjà explorer ça va être intéressant. Et se laisser tranquille là-dessus. Et puis aussi, il n'y a pas une façon de visualiser.
autorisez-vous à rêver, autorisez-vous par exemple, si je vous propose de visualiser un endroit, peut-être qu'il n'y a rien qui vient, mais autorisez-vous à vous demander, ok, quel endroit j'aime, à quel endroit j'aimerais penser maintenant. Moi, j'aimerais penser à la mer. Peut-être que vous, c'est les bois, la forêt, la ville, un pays en particulier, une ville en particulier. Autorisez-vous à vous offrir ce cadeau de, ok, je vais me visualiser à New York. Je vais me visualiser à Central Park. Oh oui, ça serait gelé et puis je vais aller faire du patin à glace. Autorisez-vous voilà, à filer le fil de ce qui vous vient et à regarder comment vous vous ressentez. Parfois, il y aura des choses spontanées qui vont venir et parfois non. Et puis, s'il n'y a rien qui vient, juste prendre un temps d'être là, en contact avec le corps, avec les respirations. Et commencez pour vous de prendre ce temps là où il n'y a pas forcément quelque chose et d'être juste en présence de la voix qui explique quelque chose ou qui raconte quelque chose et de votre corps. Commencez déjà pour vous ça. Ça peut être challengeant et ça peut être agréable. Et puis ça peut changer d'un jour ou d'une heure à l'autre. Et pendant le dessin, il y a plusieurs phases différentes. Parfois, on a une idée précise où on commence et parfois, on ne sait pas. Et du coup, là, moi, ce que j'aime conseiller, c'est de se laisser porter par la couleur et le matériel qu'on a envie d'utiliser. Alors, par exemple, si là, je devais dessiner tout de suite, j'ai pas d'idée de ce que je dessinerais, j'aurais envie de dessiner avec des pastels sèches. Et puis, je crois que je commencerai par le jaune. Voilà. Et du coup, prendre la pastel, prendre le jaune, pour vous, ça peut être une autre réponse. Hein. Et puis, ça changera au moment de le faire. Et puis, de regarder, ok, est-ce que j'ai envie de commencer en bas de ma feuille, en haut, à droite, au milieu. Et qu'est-ce que ma main a envie de faire comme mouvement là, aujourd'hui, maintenant. Et de suivre ça. C'est challengeant parce qu'on ne sait pas où on va. Et c'est cette confiance, c'est ce dont on parle aussi dans la manifestation et dans le être déjà dans la sensation de ce qui va venir. Et du coup, c'est ça, vous faire confiance que ça va devenir quelque chose. Vous ne savez pas encore ce que ça va devenir. Ce qui est sûr, c'est que ça deviendra quelque chose et vous faire confiance là-dedans. Et vous faire confiance dans vos intuitions, dans vos impulsions, dans vos envies de couleur. C'est une exploration magnifique et plus vous le faites dans le dessin, plus vous pourrez le faire facilement dans la vie. Et voilà, j'aime bien. Ça peut être challengeant, mais on s'y habitue. Plus vous le faites, plus ça devient facile. Et parfois, il y a une feuille blanche, ça a aussi une signification. Donc, il ne peut jamais vraiment y avoir un rien, finalement. Voilà. Et puis si vous êtes au moment du dessin, qu'il n'y a rien qui vient, peut-être qu'il y a des mots qui sont là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a envie d'être écrit, ou un mouvement, ou une sensation, et connecté à ça. Et si on est ensemble dans un atelier et qu'il n'y a rien qui vient, ou que vous êtes dans quelque chose où vous vous sentez un peu bloqué, dites-le moi, posez-moi la question, parce que je vais pouvoir justement vous poser des questions, et on va pouvoir aller explorer ensemble. Et c'est très précieux, parce que c'est vraiment justement ces endroits-là où il y a quelque chose qui change, où il y a quelque chose qui se dénoue, où il y a quelque chose qui vient se mettre en lumière. Donc c'est vraiment des cadeaux en fait. Est-ce normal de ressentir des émotions fortes en dessinant spontanément? Oui, déjà, on est tous normaux, on est tous différents, on peut tous, notre corps, nos émotions peuvent nous surprendre, mais il y a une bonne raison à tout, donc oui, c'est normal. Après, j'aurais besoin de plus de détails pour répondre vraiment à cette question. Qu'est-ce qui a fait que l'émotion est arrivée? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est quelque chose qui est apparu dans le dessin? Est-ce que c'est un mot ou est-ce que c'est juste le fait de poser de la couleur sur papier? Du coup, je pourrais répondre à différents endroits. Et comment c'est cette émotion forte? Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'elle arrive toujours à chaque fois que tu dessines? Est-ce qu'elle est là? Ou est-ce que c'est juste cette fois qu'il y a eu quelque chose? Parce que ouais,
c'est ok, et c'est même chouette qu'il y ait des émotions qui viennent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe aussi. Et même si c'est des émotions fortes, ça peut être des nœuds qui se lâchent. Après, regardez, il peut y avoir des émotions fortes, des nœuds qui se lâchent, et on est dans quelque chose qui se dénoue et qui fait du bien. Ou on peut être dans quelque chose où on vient creuser un sillon qui existe déjà, et on a l'habitude à chaque fois d'aller dans ce Dramaland, comme dit Anne-Claire Méré, une coach que j'aime bien. On vient creuser un sillon qu'on connaît en fait de oh mon Dieu, ta 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 ta. Et ça, c'est pas forcément voulu. Et du coup, alors c'est pareil, si ça se passe à un moment où je suis là, et bien me le dire parce que je peux vous accompagner là-dessus, accueillir cette émotion, regarder ce qu'elle a envie de nous dire, et aussi, oui, voir comment ne pas rester dedans, ne pas continuer à marquer ce pli. Vous savez, quand on a, enfin, oui, avec une feuille de papier, on peut continuer à marquer le pli, et puis au bout d'un moment, ça va se déchirer. Ou on peut venir, ah, ok, le pli, je vois que tu es là, il y a une cicatrice qui est là, mais on va pas venir continuer à la laisser à vif, on va en prendre soin pour l'aider à cicatriser, et après, on va continuer à la voir, ça fera une cicatrice, mais ça va pas être une plaie, ça va plus rester une plaie ouverte. Voilà, du coup, puis et si des émotions sont super fortes, parfois c'est aussi intéressant d'aller de se faire accompagner, voir ce que ça veut raconter, ce qu'il y a derrière en fait. Oui, à où est-ce que non, pardon, à quelques endroits que vous soyez, on ne dit pas ça comme ça, où vous êtes sur votre chemin, il y a toujours des endroits où il y a des choses qui viennent, et c'est important de se faire accompagner là-dedans ça permet de mieux comprendre, de s'accueillir dans quelque chose, de traverser, et puis de continuer sa vie. Bon, je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu du coup à cette question, mais si tu veux, tu peux me la redemander. Alors, il y a eu des questions aussi qui étaient plus sur mon parcours et sur les méthodes que j'avais. Comment ton expérience du clown et du théâtre influence-t-elle ton approche thérapeutique? Alors, dans le clown, dans le théâtre, j'ai beaucoup travaillé la présence. La présence à moi, à mes sensations, à ce qui se passait, et puis à être conscient de ce que je faisais. C'est-à-dire que ma main, elle bouge pendant que je parle, à être conscient de ce que mon corps fait, voilà, pendant que je parle, des émotions qui sont là, éventuellement des tensions, de comment je respire. Ça, je l'ai appris en faisant du théâtre, en faisant du clown, encore plus pour pouvoir jouer. Par exemple, la main qui fait ça, en clown. En clown, on en jouerait, on en exagérerait pour que ça devienne matériel pour rire. En clown, on se moque beaucoup de soi, de comment on est. Et puis, théâtre et clown, pareil, les deux, j'ai beaucoup travaillé avec les émotions, à jouer avec les émotions, puis aussi à accepter les émotions qui arrivent, parce que là, c'est presque un cadeau pour pouvoir jouer quand il y a des émotions qui arrivent, et à les accepter, et puis à surfer avec elles, ou c'est nos instruments, en fait. Du coup, apprivoiser les émotions. Et puis, il y a beaucoup, j'ai fait beaucoup d'improvisation, donc, du coup, avec mes partenaires, et puis aussi dans le clown, on est beaucoup avec le public, à écouter comment le public reçoit ce qu'on fait, et à réagir par rapport à ça. Et aujourd'hui, en tant qu'accompagnante, c'est vraiment des pépites que j'ai développées, parce que je peux être... j'ai entraîné cette sensibilité à la personne que j'accompagne, du coup, à être fine dans ce qu'elle ressent, à pouvoir du coup l'accompagner, et puis et de sentir si je vais à droite, ça lui fait ça. Non, c'est pas la même direction, du coup pouvoir me réajuster, aller un peu plus. Ah oui, là c'est juste, là on est au bon endroit. Et ça, de sentir ça, je l'ai beaucoup entraîné, voilà, pendant le théâtre et pendant que j'ai appris à faire du clown. Et puis oui, c'est surtout ça. Être consciente de ce que je vis et pouvoir aussi l'exprimer. Alors là, c'est moins en tant qu'accompagnante, parce que là, c'est plutôt la personne qui est en face que j'accompagne plutôt que moi. Mais il y a des fois où c'est important d'être conscient de ce qu'on vit, parce que ça peut avoir comment on dit ça,
parfois ça a sa place en fait dans le dialogue avec l'autre personne, dire waouh, ce que tu me partages, ça me fait sentir comme ça. Comment tu te sens toi avec ça? Comment ce sont les personnes que tu rencontres? Et parfois ça a vraiment un écho et c'est juste. Donc voilà, ça a été pour moi, ouais, c'est super de les avoir ces outils-là. Et puis je dirais que ça a été aussi un début de chemin de rencontre avec qui j'étais. J'étais extrêmement timide, j'avais du mal à m'exprimer et ça a permis de m'accepter, d'accepter qui j'étais, de pouvoir rire de moi dans mes travers, je dirais, ce que j'appelais à l'époque travers. Voilà, beaucoup de gratitude pour ce temps. Voilà, je garde des amitiés de cette époque et puis et ouais, toujours beaucoup de tendresse pour cette époque-là. Alors, l'EFT peut-il être intégré à une pratique artistique pour libérer des blocages créatifs? Oui. Enfin, l'EFT, on peut le mettre partout en fait. Dès qu'il y a des émotions qui sont bloquées, on peut utiliser l'EFT. Moi, je l'utilise parfois même dans mes accompagnements, même de groupe. Parfois, j'offre des vidéos que j'ai eu envie spontanément de tourner avec des séquences de EFT qui sont en écho avec ce qui s'est passé dans le groupe. Et puis, on peut travailler vraiment précisément sur le blocage créatif, par exemple. Alors, soit comme ça, ou en un à un, soit avec moi, soit avec des praticiens EFT qui sont vraiment spécialisés EFT, qui font, entre guillemets, que ça. Sinon, vous avez les vidéos de Brad Yates. Brad, B-R-A-D, Yates, Y-A-T-E-S. C'est en anglais, par contre. Et il y a vraiment tout plein de thèmes. Et c'est des vidéos courtes, du coup. Voilà, c'est pas comme une séance avec une thérapeute où vous pouvez passer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure sur une thématique. Là, ça va être plus court. Mais c'est intéressant si vous voulez déjà avancer tout seul. Et, ouais, le FT, moi j'ai tapoté, c'était sur l'argent, et j'ai tapoté avec l'abondance et partout. Vous savez, l'air est partout, tout est en quantité suffisante et même plus. Et j'ai tapoté là-dessus. Et puis, c'était un moment où j'essayais de vendre mon petit camion pour faire des crêpes. À un moment, je faisais des crêpes sur les marchés. Et j'avais décidé d'arrêter. Et puis, j'ai gardé ce camion quelques années. Puis, à un moment, je me suis dit, OK, c'est bon, je vais le vendre. Et puis, il partait pas. Et j'ai tapoté justement là-dessus sur j'ai confiance. Je sais plus les phrases que j'ai utilisées, mais je me suis mis dans un sentiment d'abondance, de sécurité, de il y a eu quelque chose qui s'ouvrait, qui se déployait. Et j'ai fini, c'était bien. Et mon téléphone a sonné, c'était quelqu'un qui voulait acheter ce petit camion. Et ça a fonctionné. C'est sa sœur qui l'a acheté, mais du coup, voilà. Depuis, j'étais fan j'adorais le FT avant et depuis, je suis fan. Du coup, je vous conseille d'essayer, ça fonctionne très bien. Comment as-tu toi-même appris à faire confiance à ton propre n'importe quoi? Déjà, je dirais que j'ai appris à faire confiance, à donner de l'importance à ce qui vient. C'est-à-dire à ce n'importe quoi, à cet élan de joie. Ça peut être des trucs tout simples, hein, avoir envie d'aller faire de la luge quand il neige, par exemple, sur Berlin, ou de sauter dans une flaque d'eau. Déjà, m'autoriser ces élans spontanés. Et puis, je vois que ça m'apporte beaucoup de joie. Et du coup, quand je connecte à cette joie, forcément, je ne vais pas forcément sauter dans chaque flaque d'eau, mais la prochaine fois qu'il y a un élan qui vient, j'aurai envie de le suivre. Et c'est ça. Je crois que c'est petit à petit tester et voir, c'était pas si grave, et puis c'était même chouette. Et dans une autre dimension, c'est de donner de l'importance à ce qui jaillit de nous. Ouais, vos idées, elles ont des bonnes raisons d'être là, c'est des pépites. Alors, on n'est pas obligé de faire toutes ces idées, hein, c'est pas ce que je dis, mais faites-vous confiance, et puis et oui, c'est ça porte de la valeur pour moi. Du coup, honorez ce qui jaillit de vous, et ça a de l'importance. Ensuite, il y avait quelques questions sur l'accompagnement et sur mes accompagnements et les offres. Alors, quelle est la différence entre magicienne et exploratrice?
C'est 2 accompagnements de groupe. Magicienne, c'est vraiment un accompagnement où on va être ensemble pendant 4 mois. On va se voir toutes les semaines. Il y a une possibilité en plus de rajouter des rendez-vous en 1 à 1 avec moi pour aller encore plus profondément. C'est un accompagnement qui est vraiment construit pour aller d'un point A à un point Z ou B, qui est vraiment une transformation pendant ces 4 mois ensemble. On va explorer vos valeurs, ce qui vous apporte de la sécurité, mais on va aussi aller explorer l'autre côté, les choses moins faciles, les blessures. Et en fonction de ce qui est là du groupe, j'adapte aussi cet accompagnement pour qu'il puisse vous servir vraiment dans ce que vous avez besoin aujourd'hui. Et donc c'est un accompagnement de groupe, mais où il y a beaucoup d'échanges en un. C'est-à-dire pendant l'atelier, vous avez, je suis désolée si on entend, il y a mon petit chien qui est en train de boire de l'eau. Pendant l'atelier, vous avez la possibilité d'échanger avec moi. Il y aura un temps de dessin pendant cet atelier. Et puis pendant ce temps de dessin, je vous inviterai à, comme je vous le disais auparavant pour les autres questions, s'il y a quelque chose qui bloque, s'il y a quelque chose qui est là, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous n'aimez pas, ou même que vous adorez, de venir le questionner. Et du coup, il y aura un temps d'échange comme ça, soit que tout le groupe peut entendre, soit en individuel. Et il y aura 2 fois un quart d'heure, 20 minutes en individuel où on sera juste ensemble pour que vous puissiez m'exprimer vos défis du moment, pour que je puisse vous aider à mettre de la lumière sur les choses les plus importantes qui sont là aujourd'hui, là où vous avez besoin, où vous pouvez ajuster des choses. Et puis, soit déjà cet échange aura permis ça, soit on continuera aussi à aller l'explorer dans le dessin. Du coup, c'est un accompagnement de groupe, mais en petit groupe, et où vraiment je vous suis individuellement dans le groupe. Voilà. C'est vraiment quelque chose de... Ouais, un petit écrin précieux de transformation. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de profondeur dans ce qu'on va aller toucher et en même temps qu'il y ait beaucoup de douceur. Ça, c'est magicienne. Parce que vous êtes les magiciennes de votre vie et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est pas moi qui vais venir faire de la magie. C'est vous. Et alors, je ne sais pas comment ça résonne pour vous aujourd'hui. Si vous dites je ne peux pas, je vais vous montrer que si, c'est possible. Je vais vous donner les clés pour que vous puissiez vous-même transformer votre vie. Et si vous savez que c'est possible, on va continuer à aller explorer ça. Pardon. On va aller continuer à explorer ça et à s'apporter de la confiance et de oui, ok, je peux vraiment. Ah ouais, c'est vraiment moi qui crée ma vie. Et j'ai la possibilité, quand il y a des choses qui sont lourdes, qui sont difficiles, j'ai la possibilité de le redonner, de le transformer, d'aller écouter. Et on va vraiment aller dans ces profondeurs-là ensemble. Et puis ensuite, il y a l'accompagnement exploratrice. Alors là, cet accompagnement, je l'ai vraiment fait comme un accompagnement de soutien. On n'a pas tous les jours besoin d'aller voir quelqu'un pour nous accompagner. Parfois, on a besoin d'y aller régulièrement, toutes les semaines. Parfois, c'est quelque chose de plus ponctuel, 1 fois tous les 3 mois. Et je trouve qu'en tant qu'accompagnante, ça peut être facile de s'oublier là-dedans. Et j'avais envie de proposer un espace léger, simple, où on est accueilli comme on est. On va se voir toutes les 2 semaines et on va passer un temps ensemble à voir ce qui est là et puis avec des cartes d'oracle à aller questionner quelque chose et voir comment ça résonne dans notre vie actuelle et aller dessiner avec ça. Donc c'est vraiment ouais. C'est pour ça que je l'ai appelée exploratrice parce que c'est un parcours d'aventurière où on va aller ensemble explorer ce qui est là. C'est ça. Du coup, si vous avez vu jusqu'au bout l'atelier que je vous ai proposé le 25, il y a un début voilà, je vous explique davantage comment c'est dans Exploratrice avec la carte d'oracle que je tire. Et voilà, il y aura carte d'oracle, un moment de reconnexion au corps, une visualisation qui sera en rapport avec la carte d'oracle et puis avec l'échange qu'on aura eu aussi en fonction de cette carte et en fonction de ce qu'il y a aujourd'hui qui est là. Et puis ensuite, on ira dans un temps de dessin qui est plus, qui sera un temps plus pour chacun dans son espace, 1 heure où chacun va pouvoir dessiner, écrire, créer, prendre un temps de réflexion par rapport à ce qui a été dit en mots.
Et ensuite, on clora le cercle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me met beaucoup en joie de vous proposer cet espace où toutes les 2 semaines, on prendra, au minimum toutes les 2 semaines, si vous pouvez le faire entre, mais un temps pour soi. Puis il y aura un espace d'échange en groupe pour que vous puissiez déposer ce qui est là, ce qui s'est transformé ou ce qui a fait écho entre les séances. J'arrive. Voilà. Ouais, si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous pouvez me les poser et même m'envoyer des messages. Peut-on combiner un accompagnement individuel avec un accompagnement en groupe? Oui, bien sûr. Dans Magicienne et dans Exploratrice, je propose des tarifs préférentiels, si on peut dire ça comme ça. Je vous fais un tarif privilégié pour si vous prenez un accompagnement individuel en plus d'un accompagnement en groupe. Sinon, si vous prenez un accompagnement individuel sans accompagnement de groupe, pour l'instant, j'ai 3 places en accompagnement individuel. Je peux vous accompagner en ligne ou sur Berlin, en fonction de là où vous êtes. Et dans les accompagnements individuels, en général, ça va plus être un accompagnement en visualisation par les mots. On peut aller dans le dessin, mais parfois, je vous proposerai aussi d'aller dessiner après. Et puis, qu'on se recontacte. En fonction de ça, je m'adapte aussi en fonction de ce que vous souhaitez et de ce que vous avez besoin. Donc, vous pouvez combiner accompagnement individuel et accompagnement en groupe. Et ça peut vous permettre d'aller encore plus loin. Comment savoir si je suis prête pour un accompagnement plus long et approfondi? Alors déjà, moi, j'ai envie de te renvoyer à des sensations corporelles. Quand tu t'imagines prendre un accompagnement long, approfondi avec moi, comment ça résonne dans ton corps? Si tu dis, ok, je vais faire 4 mois magicienne avec Teresa. On va se voir une fois par semaine en groupe, je vais pouvoir échanger avec elle. Comment ça résonne pour toi? Et puis si tu te dis, j'ai envie de faire le exploratrice une fois toutes les 2 semaines, j'ai déjà avancé sur mon chemin de développement personnel. Voilà, comment ça résonne avec toi? Et s'il y a des doutes, des peurs qui arrivent, qu'est-ce qu'elle te raconte? Qu'est-ce qu'elle vient de te dire? Est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce que c'est de la peur? Ouais, j'ai envie de te poser ça déjà comme question. Et puis, prends un rendez-vous avec moi et on en parle. Je propose des petits rendez-vous qui sont gratuits. On prend 15-20 minutes ensemble. Il suffit d'aller sur mon site internet, de suivre le lien prendre rendez-vous. Ou sinon, tu m'envoies un message et je t'envoie le lien. Et voilà, on prend 15-20 minutes pour voir ce que tu as besoin et si c'est juste pour toi en ce moment de prendre cet accompagnement. Y a-t-il des prérequis pour rejoindre ces accompagnements? Alors, oui et non. Déjà dans les groupes, je prends soin que chaque personne, voilà, que ce soit un groupe homogène, que ce soit un groupe qui se soutienne. Et pour moi, c'est vraiment important que ce soit un espace bienveillant, sécurisant, où chacun est porteur les uns des autres et où chacun va pouvoir déposer avec toute confiance ce qui est là pour elle, pour lui, et que ce soit accueilli avec bienveillance. Et ensuite, je pense plutôt... j'ai travaillé par le passé en hôpital psychiatrique. J'ai adoré travailler là-bas. Et dans certaines pathologies, il y a des émotions qui peuvent être assez fortes. Et là, je pense que c'est mieux de travailler en direct ou en individuel. Ça dépend un peu de ce que vous avez besoin de travailler. C'est pas que ma façon de travailler, que pour certaines personnes. Non, ça fonctionne pour tout le monde. Mais parfois, à différents moments de notre vie, et puis en fonction des thèmes qu'on veut aborder, on peut avoir besoin d'être soit plus en solitaire, soit vraiment en présence de la personne. Du coup, voilà. Donc, s'il y a des questions là-dessus, tu peux me contacter. Et voilà. Et parfois, c'est important aussi d'avoir un soutien d'un psychologue, un soutien psychologique,
et puis d'aller explorer différemment. Enfin, il n'y a pas de contre-indication, mais en fonction de ce que tu traverses, il peut y avoir des meilleurs moments. Et oui, puis j'entends ta question différemment. Maintenant, y a-t-il des prérequis par rapport au dessin, peut-être? Vous n'avez pas besoin de savoir dessiner. Et je dirais même que quand on ne sait pas dessiner, entre guillemets, parce que vous savez tous prendre un stylo et faire un trait ou un point sur une feuille, et du coup, en fait, je vais reprendre dans l'autre sens. Quand on sait trop, on contrôle et on maîtrise, et on est vraiment, on va pouvoir contrôler le dessin. Et quand on ne maîtrise pas tout, il y a des choses qui vont pouvoir émerger auxquelles on n'avait pas pensé. Et pour moi, c'est là où l'inconscient commence à discuter avec nous. Et c'est un endroit, un espace de, ouais, pour œuvrer qui est important, qui est magnifique. Voilà, je suis allée au bout des questions auxquelles je voulais répondre. Je vous remercie pour ce moment ensemble. J'ai adoré répondre à vos questions. Je crois que je referai les moments questions-réponses. Je trouve ça très chouette. Voilà, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, elles sont les bienvenues. Vous pouvez aussi me contacter par message. Sur mon site, vous trouvez tous les, vous trouvez les liens de contact. Et puis sinon, sur les réseaux sociaux, je réponds normalement assez vite. Voilà, et puis si vous avez l'élan de vous faire accompagner par moi, je vous invite à prendre un petit rendez-vous de 15 minutes, comme ça vous pourrez vraiment éclairer vos questions. Il y a plusieurs jours et plusieurs horaires différents où je propose ces ateliers. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Le soleil brille à Berlin, ça fait plaisir. Le printemps est de nouveau là. À bientôt, au plaisir d'échanger avec vous. Au revoir.